celui qui est mort en Jésus-Christ, à la vie éternelle. Amen. La paix de celui qui est créateur de l'univers et des multivers soit avec vous. Que le Père engendreur du Christ, sauveur de l'humanité, vous fasse du bien dans tous les domaines de votre vie. Bonsoir. Je suis le pasteur Camille Etienne Kofi de l'Assemblée Union et Partage Péniel. Bienvenue à votre émission Nature et Vie. Ce soir, je reçois dans mon plateau différentes personnes pour un débat dont le thème est le conflit intergénérationnel. Ce soir, je vous présente M. Emmanuel Six. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Je suis honoré d'être invité à cette émission, ce plateau. Donc, bonsoir à tout le monde. Évangéliste Michael Fevin. Bonsoir, je suis ravi d'être invité sur ce plateau. Chantre Sapnat Bion. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux également d'être compté parmi les enfants de l'éternel Dieu très haut. Donc voilà, je suis très ravi. Pasteur Sylvie Etienne. Bonsoir, bonsoir Pasteur Camille. C'est toujours avec plaisir et honneur de me recevoir sur votre plateau. Donc, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Générationnel est un mal actuel dans nos sociétés entre les plus jeunes et les plus âgés. Avant de parler de conflit intergénérationnel, nous devons déjà définir le sens du conflit. C'est pour ça que je passe la parole à mes invités. Pasteur Sylvie Etienne. Oui, merci Pasteur. Ce thème est tellement important parce que c'est un thème aujourd'hui qui parle d'un mal au sein des groupements humains. Et ça fait beaucoup de ravages. Et comme vous me le demandez, ce qui concerne le conflit, j'ai pris soin de prendre, de faire des recherches et prendre des définitions au niveau du dictionnaire. Donc pour vous dire que le conflit, c'est une rencontre d'éléments, c'est aussi une rencontre de sentiments contraires qui s'opposent. C'est une lutte, c'est une opposition, et c'est une guerre ou une contestation entre États. C'est aussi un combat entre deux puissances qui disputent un droit. Et voilà un peu ce que j'avais à dire en ce qui concerne le conflit. Je passerai la parole à M. Six. Oui, je dirais que le conflit induit la notion d'intensité, parce qu'il peut y avoir une confrontation d'idées, une confrontation saine, mais à partir du moment où ça prend des proportions énormes, donc le conflit n'est plus une simple confrontation d'idées, ça prend donc la connotation guerre et l'opposition frontale. Donc le conflit n'est pas l'apanage exclusif de la vie de tous les jours. L'Église est une émanation de l'organisation sociale, donc ce conflit, on le retrouve aussi bien à la cité, au foyer, en famille, qu'à l'Église. Tout à fait. Évangéliste Michael Fevin. Oui, je reviens sur le conflit. En fait, c'est beaucoup dans les églises, un peu partout, dans les foyers, et ça divise beaucoup, toi, au lieu de trouver un terrain d'entente, mais là ça divise quand on discute avec beaucoup de chrétiens, tout de suite, quelle domination, tout de suite, ça met des barrières, ça écarte, tout de suite, qu'on devrait d'abord glorifier le nom du Seigneur, pour qu'on soit en paix, soit qu'on empêcher le conflit tout de suite, toi, en mettant quelle domination, des trucs comme ça, on met tout de suite une barrière, ça recule. Merci. Chantre Sapnat Bion, oui, en fait, moi je dirais que le conflit, c'est quelque chose qui règne aujourd'hui, pas seulement dans l'Église, mais aussi dans nos familles. Vous voyez, nous constatons aujourd'hui le conflit entre père et fils et fille et mère, comme dit la parole de l'Éternel Dieu, que chacun
aura comme ennemi le membre de sa maison ou le membre de sa famille. Donc le père sera ennemi de son fils et la mère sera ennemie de sa fille. Et pour aller encore plus loin dans la Bible, nous allons constater que dans l'Éden, ou en dehors de l'Éden, après le péché, il y a eu le conflit familial entre frères et frères, du Caïn et Abel. Et après, par la suite, nous connaissons les résultats. Donc le conflit, c'est quelque chose vraiment je peux dire, très très, comment dirais-je, c'est quelque chose qui occupe une place auquel nous devons en parler très sérieusement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc nous vivons aussi le conflit entre Ésaü et Jacob. Donc ça c'est aussi quelque chose que nous, étant serviteurs de Dieu, nous avons une obligation de pouvoir en parler pour la génération d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait d'une culture. Il n'y a pas une culture, il y a des cultures. Donc, le conflit en culture peut venir du fait qu'on n'est pas de la même culture, donc on ne voit pas les choses différemment. D'ailleurs, ça porte une atteinte à la notion de tolérance que Dieu nous demande de respecter. Parce que j'entre en conflit avec celui qui n'est pas la même culture que moi, parce que je ne suis pas d'accord. Oui. Ma culture est la meilleure. Est-ce qu'il y a une meilleure culture? Non. Les cultures peuvent cohabiter. Il y a la place pour tout le monde à partir du moment où on est tolérant. Donc il n'y a pas de meilleure culture qu'autre. Donc ça induit aussi des approches différentes entre personnes de générations différentes. Quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, moi j'ai pas été à la même école, j'ai pas été à la même culture, à la même école de cinéma que mes enfants. Est-ce que pour autant ma culture est meilleure que la leur aujourd'hui? Je dirais non. Donc ça induit la notion de tolérance. Et donc voilà ce que je pense par rapport à la chose. Donc nous avons la notion de conflit dans tous les domaines, de nos vies, parmi lesquels nous avons entre autres la culture. Et ce que j'aimerais bien savoir sur ce plateau, c'est qu'on me donne une définition de la culture. Parce que M. Six a parlé du choc culturel en parlant d'une personne qui vient d'arriver soit d'un autre pays et qui arrive, qui s'exprime, mais il se retrouve dans cette phase de choc de culture. Donc, j'aimerais bien sur ce plateau, que nous expliquions, que nous donnions la définition de la culture. Monsieur Michael, moi, sur la culture, en fait, je suis européen, français, et j'ai été habitué à vivre d'une façon, et ça fait le Seigneur qui est très sombre. Ça fait 1 an que. Et j'avais dit, une fois, il y a 3 ans, j'avais été dans une église africaine et j'avais aimé tout ça. Et j'avais dit au Seigneur, la joie que j'avais d'avoir été à l'église. Et Seigneur, là, ça fait 1 an, je suis qu'avec des Africains, et il y a un changement de culture, mais je me suis ouvert à votre culture, même les repas, mais tant c'est une joie, c'est ça, le conflit, faut que c'est deux personnes qui s'ouvrent, et tout on peut avancer, quoi. Pourtant, dans ma culture d'avant, c'était comme ça, et deux cultures différentes peuvent avancer ensemble, oui, et grandir ensemble. Monsieur Six. Oui, la culture induit, comme disait le frère tout à l'heure, elles sont différentes. Donc, mais la culture induit un certain nombre d'éléments. Ça part de l'élément linguistique, la langue. C'est des gens qui parlent la même langue, des habitudes, des mœurs, qui les partagent, et ça remonte à la nuit des temps, la plupart du temps. Je l'avais dit, c'est ancestral. Donc, la culture est l'ensemble de tout ça, qui symbolise et identifie un peuple ou un groupe humain. Parce qu'il y a des cultures qui peuvent transcender les clivages des continents et des pays. Il y a des langues qu'on retrouve dans tel continent, qu'on retrouve dans tel autre. C'est possible.
Donc, c'est un ensemble d'éléments qui caractérisent et qui symbolisent, qui constituent l'identité d'un groupe humain. Et d'ailleurs, même, ce serait un peu réducteur parce que même chez les animaux, c'est vrai, on dira que l'animal ne pense pas, mais quelque part, les animaux ont leurs mœurs. Ils ont Oui, c'est vrai. une forme de culture. Les bonobos, les singes bonobos. Oui, par exemple. Moi, j'en ai pas encore lu, mais je vois les documentaires. Les documentaires, oui. On en apprend pas mal. Chante ça. Oui, Safnat. Safnat Panéa. Oui, mais moi je dirais, en fait, dans le premier temps, je suis du même point de vue que mes précédents. Donc moi je dirais que la culture, selon moi, c'est l'ensemble des choses acquises. C'est l'ensemble des connaissances. Oui. En fait, c'est parce que je me souviens, quand j'étais encore petit, qu'on jouait, et par exemple qu'on avait une grande activité dans la famille. Que si le ciel commençait à former des nuages afin que la pluie tombe, et on commençait à avoir nos mamans ou nos papas faire des rites autour. Oui. Et nous, on était en train de croire que c'était genre gris-gris. Oui. Et du coup, on constatait qu'il ne pleuvait plus. Donc, du coup, on posait la question à nos parents, ils nous disaient que c'est notre culture. C'est de notre culture. Lorsque dans la famille, nous avons un événement, et que le ciel commence à menacer, et que si on se met à faire ces genres de pratiques, la pluie s'arrêtait complètement. Donc moi je dirais que la culture c'est une force, c'est une puissance, et c'est aussi une identité particulière. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que la culture c'est l'ensemble, selon ce que tu dis, oui, c'est donc la culture c'est l'ensemble des valeurs transmises des ascendants ou descendants sans leur accord. Parce que c'est dans ce que tu me dis, puisque tu voyais les grands-parents faire des cérémonies, tout ça pour que la pluie s'arrête. Oui. Donc tu leur as posé la question. Et ce qu'ils ont fait comprendre, c'est que c'est la culture. Donc c'est des valeurs qui transmettent aux ascendants. Voilà. Sans votre accord. Voilà. Oui, mais sans accord. C'est, je pourrais dire, quand on nous avait appris à respecter nos ennemis. D'accord. Donc c'est la culture aussi. C'est parce que cela ne se faisait pas avec notre accord. Oui. Voilà. Donc c'est à partir de nos aïeux que nous avons appris à faire cette différence. Donc c'est la culture aussi. D'accord. Pasteur Sylvie Etienne. Moi je pourrais dire de façon étymologique, la culture c'est tout ce qui est possible de transmettre, de partager et d'apprendre. Et c'est ce qui unit les membres d'un groupe et permet leur cohésion. Et entre autres, ce qui définit un pays ou une nation. En allant sur la base de tout ce que les amis ont dit sur ce plateau. C'est comme ça que je pourrais définir la culture. Et on pourra rajouter aussi la culture, comme disait le frère tout à l'heure, ce sont des habitudes acquises. Oui. Quand on dit par exemple qu'on a la culture de l'hospitalité, ça veut vouloir dire que là d'ailleurs ça transcende, ça sort un peu des sentiers battus par rapport à la notion classique de culture. Celle d'un peuple ou d'un groupe humain. Donc l'habitude, c'est un ensemble, c'est des habitudes acquises. Quand on dit qu'on a la culture donc de la galanterie, la culture de l'hospitalité, c'est qu'on a pris l'habitude de pratiquer de l'hospitalité. Donc là, vous verrez que ça va largement au-delà de simple groupe humain. Je peux être asiatique, européen ou africain. Du moment où je pratique la culture de l'hospitalité, c'est quelque chose de partagé. Donc c'est un autre pan de la définition de la culture. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a ce choc aussi de culture. Moi qui viens de l'Afrique occidentale, où il y a des choses qui m'ont été transmises. Donc ne pas voir la nudité d'une personne âgée. Et quand j'étais arrivée en France,
commencé les études d'être soignante, tout ça. Et mon premier stage, je m'étais retrouvée en maison de retraite. En maison de retraite, où on me demande de rentrer dans une chambre. J'arrive dans cette chambre, je vois une personne âgée qui était complètement nue. Mais je suis ressortie de la chambre parce que je me dis, mais c'est pas possible. Parce que moi, je ne peux pas voir une personne âgée nue. Pour moi, c'est une malédiction. Donc, je suis ressortie de cette chambre et après, j'ai compris que c'était vraiment un choc de culture. C'est un choc. J'arrive dans un pays où ce n'est pas tabou parce que c'est mon métier, donc je dois m'occuper de cette personne. Puis, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose au niveau de la culture. L'homme est un être pensant, c'est un être doté de raison. Et il a cette capacité de pouvoir définir voilà, le mal du bien. Et souvent dans la culture, étant un être de raison, c'est ce qui est défini comme bien et qui est susceptible d'être transmis parce qu'on a jugé que c'est bien et que les enfants qui naissent, comme la Bible dit, la folie est rattachée aux enfants et l'enfant a besoin d'être éduqué et on n'a pas besoin de l'avis des enfants pour pouvoir leur inculquer le bien. Voilà. Donc quand quelque chose ou une action ou des actes voilà, sont jugés moraux ou jugés bien, c'est tout à fait normal, sans demander l'avis de l'enfant, de pouvoir lui inculquer cela. Et ça ne s'arrête pas là. C'est quelque chose qui est de partage. C'est-à-dire, on partage cela. Nous avons trouvé que c'est bien. C'est avec un commun accord. Et ça nous sied, ça nous plaît. C'est pas contre nous. Ça ne nous tue pas. Donc on juge que c'est bien. Et c'est défini comme une règle. Et c'est aussi quelque chose aussi à apprendre. Comme on a jugé que c'est bien, on apprend à un autre, on transmet à un autre pour qu'il soit un plus produit soit de cette société générale. Donc je pourrais ajouter ça aussi. La culture. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que venait de dire Pasteur Claude, c'est que la culture ne se définit pas par sa qualité en bien ou en mal. C'est un héritage ancestral que les parents, les grands-parents ont le devoir d'inculquer. Oui, c'est ça. Maintenant, quant à la réceptivité et le comment réagiront ceux auxquels on l'inculque, c'est notre problème. Parce que, comme pensons, cela veut dire qu'à un certain moment, laissera jouer son libre arbitre. Oui, tout à fait. Même dans la Bible, le bon Dieu nous donne tous les leviers de choisir. Les pistes sont définies par rapport au commandement. Mais après, chacun en fait ce qu'il veut. Il y a un libre arbitre. La culture induit la même chose. Je ne suis pas obligé, parce que je suis africain, d'accepter toutes les cultures ou tous les pans de la culture africaine. En fonction de mon discernement, je choisirai ce qui est bien et je rejetterai ce que je jugerai moi mauvais. Mais là, d'ailleurs, c'est une question de choc culturel. Le choc culturel, il n'est pas que entre groupes d'individus différents. Il peut venir au sein même du clan, Tout à fait. pour la simple raison que, aujourd'hui, je prends un exemple. La dot chez nous, il y a beaucoup de parents aujourd'hui, la dot c'est une tradition ancestrale. Quand j'envoie ma fille en mariage, il faut qu'elle soit dotée. Il y a des parents aujourd'hui qui acceptent de payer la dot à la place du gendre, en disant simplement cette pratique je ne la comprends pas, tout en cachant à la famille que cette dot vient du beau-père. C'est parce que ces gens trouvent que c'est un pan qui n'est pas bon par rapport à la vie d'aujourd'hui. Donc il peut avoir cette forme de résistance. Ce n'est pas pour autant que ça remettrait en cause la culture en version originale. Oui. C'est celle qui nous a été inculquée par nos parents, nos grands-parents. Je pourrais revenir sur ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Ce qui est transmis à celui qui doit recevoir, tout dépendra de son jugement.
Voilà, comme nous sommes, comme on l'a dit, l'homme est un être pensant. Moi, je comprends ces jeunes femmes, ou bien cette génération de femmes, qui parlent au jeu des brassages de culture, de civilisation, donc sensibiliser aux notions de liberté, de tout ce que vous voulez, se disent, ben non, parce que c'est vrai, ils vivent cet acte comme une mutilation. Tout à fait. D'ailleurs, les conditions d'hygiène dans lesquelles c'est fait la plupart du temps, ça met en danger des personnes. Et surtout, ce qui est le plus choquant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cela veut dire le libre arbitre, c'est ce que l'excision suggère derrière. Cela veut dire préserver, enlever le plaisir à une femme pour que cette femme soit l'apanage exclusif, n'ait aucun besoin, excusez-moi du terme, de connaître un homme et soit l'objet de son mari. Oui. Donc c'est ce que ça sous-entend. Derrière tout ça, c'est une forme d'esclavage et de... Le mot est peut-être un peu fort, d'aucuns le vivront, il est un peu barbare, mais je dis, ça sous-entend quelque chose que l'humanité peut ne pas comprendre, en général. Maintenant, les détenteurs, n'est-ce pas, de cette culture, les dépositaires, qui sont les grands-parents, eux, ils sont tellement attachés à leur culture qu'ils n'entendent pas la chose de cette oreille. D'où les conflits qu'on voit aujourd'hui avec son lot de drames. On a entendu parler d'un père qui a tué sa fille à la poste il y a quelques années. C'est quelque chose qu'on a vu dans l'actualité pour voir jusqu'où ces choses peuvent aller. Tout à fait. Le problème aussi, puisque les peuples sont définis par rapport à la culture, peut-être que ses ascendants ou ses parents, ses grands-parents, peut-être que c'est la peur de pouvoir disparaître, peut-être, puisque c'est des règles qui les définissent. Et peut-être qu'ils ont peur de pouvoir disparaître. Quand je dis de disparaître, parce qu'un peuple n'est point sans sa culture. Un peuple n'est point sans sa culture. Et le peuple se définit par sa culture, par ce qui lui a été transmis, partagé, et il a pris. Voilà. Et c'est ce qui permet la cohésion. Et c'est ce qui définit ce peuple. Voilà. Donc peut-être pas peur de disparaître, comment je peux me dire, de ne plus être soi-même. Voilà, parce que ils ont été nourris par ces règles. Donc de se dénaturer vis-à-vis du brassage culturel, ils vont disparaître, ils ne sont plus eux-mêmes. Peut-être c'est cette peur-là qui fait que il y a ce conflit provenant des personnes âgées, voilà, des personnes âgées vis-à-vis des descendants, peut-être. Peut-être. Parce que... Pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit? Mais oui, puisque les descendants, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un ensemble de choses, un ensemble d'éléments qu'on inculque aux ascendants, aux descendants, pardon. Les ascendants inculquent aux descendants. Sans leur consentement, c'est comme ça, comme tu as soulevé le problème de l'excision. Oui, c'est comme ça. On doit le faire parce que cette femme doit appartenir qu'à son homme, est un objet, je dirais un objet de plaisir à cet homme-là. Donc, tu as parlé aussi de cette génération de femmes maintenant qui se rebellent, qui se dit non, il faut que ça s'arrête, ça doit s'arrêter parce que je suis complètement mutilée. Ces femmes, elles sont mutilées, donc il faut que ça s'arrête. Et dès qu'elles se rebellent, automatiquement ça amène ce conflit entre l'ascendant et le descendant. Conflit générationnel.